Ce matin, le soleil d'hiver se lève sur les vignes encore nues. Vigneronnes et vignerons sont déjà dispersés à chaque coin du domaine. Depuis la dernière vendange, les arbustes sont taillés régulièrement et les yeux, emplacement des bourgeons à venir, soigneusement sélectionnés avant le débourrement printanier. Un autre cheval. Un podcast, Château Cheval Blanc. Épisode 6. La vigne. On n'a pas froid, c'est agréable. Le bois tombe tout seul, là, il glisse avec le gel. Stéphanie Guilloni, vigneronne. Le bois qui a travaillé l'année dernière et qui a porté le fruit, on le sort, comme ça c'est un nouveau bois qui va venir faire son travail à la place. On fait le ménage pour préparer la saison, pour que nos petits raisins viennent tranquilles après. Les hommes taillent et puis nous on tire les bois. Sylvie Garcia, vigneronne. Ils laissent cette branche-là avec un côte. Et nous, celles qui sont taillées, on les défait des fils et on les met par terre. Et après, il y a la machine qui vient broyer le bois, donc il n'y a plus rien après. Et c'est super, c'est nickel. La période hivernale, c'est un peu la période de dormance. La vigne, elle a perdu ses feuilles. Nicolas Corporandi, chef de culture. On a récolté ses fruits à l'automne. Et là, c'est le moment qu'on va choisir pour aller la tailler et préparer le cycle de l'année suivante. Il faut respecter toujours la vigueur du pied. Carlos Pascoal, vigneron. Choisir surtout le bois fructifère, c'est-à-dire ceux qui font les fruits, comme ici, et pas tailler sur les pampres, si c'est possible évidemment. Chacun a un nombre de pieds à tailler, avec toujours les mêmes parcelles qui seront taillées par le même vigneron. On a un principe de taille, qui est l'aiguillon mixte, mais au final, il y a plusieurs interprétations. Il n'y a pas qu'une façon de tailler un pied de vigne. Si je compte, je laisse 1, 2, 3, 4, 5 bourgeons. Il ne faut pas l'épuiser. En respectant les mêmes principes, on peut organiser le pied un petit peu différemment. Et donc c'est important que chaque tailleur retrouve son raisonnement. Je dois y être à ma 36e taille. C'est-à-dire ici à Cheval Blanc, ça doit faire la 27 ou 28e. Alors là voilà, on arrive dans une parcelle. Si on s'avance un petit peu dans le rang, là on a plutôt des pieds qui sont assez bien équilibrés. Ils sont aptes, ces pieds, à donner à peu près entre 8 et 12 grappes. Par contre, si tu t'avances encore, tu vois un pied déjà qui est un peu plus déséquilibré, qui a un peu plus de bois mort sur le tronc et qui au final a du mal à te faire plus de 2-3 bois. Donc ce pied-là, il va falloir le raisonner très différemment de son voisin. Le rang d'à côté, c'est pareil. Un pied là qui a dû peut-être subir les assauts des charrues à un moment donné, donc qui avait perdu une partie de son vieux bois. Il faut surtout pas le surcharger parce que sinon on va les affaiblir très vite et on n'aura pas des raisins de qualité. J'ai commencé il y a peut-être 25 ans à tailler. J'ai appris durant mes études à tailler, mais en fait, c'est sur le terrain en fait qu'on apprend énormément. L'idée de travailler une plante pérenne, c'est quand même fabuleux parce que chaque coup de sécateur que tu vas mettre, en fait, il a une incidence pour les années qui suivent qui est colossale. Moi, j'adore ça. C'est une opération qui est vraiment passionnante. Au mois de mars, au niveau des plaies engendrées par la taille ces derniers mois, on peut voir les pleurs de la vigne, premier signe du réveil de la plante. La circulation de la sève reprend jusqu'aux extrémités, provoquant la sortie des bourgeons. Les équipes continuent de bichonner la vigne en terre, s'adaptant à la jeunesse ou à la vieillesse des pieds qui ont jusqu'à 100 ans. Se pose alors la question des futures vignes qu'il faudra planter pour remplacer les plus anciennes. La vigne, quand on la laisse courir toute seule, elle est une liane, donc elle court le long d'un arbre, et puis elle monte jusqu'à 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres. Pierre-Olivier Clouet, directeur technique. Pour atteindre la canopée de l'arbre, fleurir, faire un fruit de couleur, avec du sucre
et qui sent bon, parce que la stratégie de la plante à ce moment-là, c'est d'attirer les oiseaux, parce que son pépin, à l'origine, n'est germinable, ne peut pousser au sol que s'il a été digéré par un oiseau. Et donc la vigne a comme objectif permanent que ses fruits soient consommés par les oiseaux. C'est ça la stratégie initiale de la plante. Et même les Cabernet Sauvignon, ça grossit, c'est impressionnant, dis donc. Le raisin, là, il va continuer à grossir un petit peu. Dans quelques semaines, il va passer à l'étape qu'on appelle le véraison, c'est-à-dire que les raisins vont prendre la couleur. Et le végétal, même si ça ne se voit pas à l'extérieur, va complètement basculer dans un mode maturation. Et donc la plante, elle va plus s'occuper de son propre développement à elle, elle va s'occuper de ses petits, elle va s'occuper de faire mûrir le raisin. Et donc petit à petit, l'homme s'est rendu compte que quand on piquait les fruits de cette vigne et qu'il fermentait, ça faisait une boisson, dans un premier temps, qui était stable et qu'on pouvait conserver. Et il a mis cette vigne en culture, il y a des milliers d'années, et petit à petit, il se rend compte que certains pieds donnent des raisins meilleurs que d'autres, certains pieds donnent des raisins plus sucrés que d'autres, certains pieds donnent des raisins plus colorés que d'autres, certains pieds donnent des raisins plus parfumés que d'autres. Et donc, il y a cette sélection qui se met en place, et l'homme ne replante, génération après génération, que les pieds qu'il a trouvés intéressants. Et c'est comme ça qu'on est arrivé aux cépages modernes qu'on connaît aujourd'hui. Il faut imaginer que quelque chose comme 80 ou 90% du vignoble français a été dévasté par le phylloxéra. Et puis, ce qui a été salvateur, ça a été la découverte qu'on pouvait greffer sur des riparia, donc un type de vigne. Quand on greffait la vigne, elle n'était plus du tout sensible au phylloxéra. Et donc, ce puceron ne pouvait plus s'attaquer au pied de vigne. Et c'est de cette manière-là qu'au début du XXe siècle, on a sauvé toute la viticulture française. Mais comme beaucoup de crises, c'est un moment aussi où il y a eu un coup de propre et donc il y a tout un tas de techniques qui ont disparu à cette époque-là. Et donc on a spécialisé, réorganisé, restructuré la production française, parfois en changeant les cépages. À Bordeaux, il y avait une très grande proportion de Malbec dans le vignoble qui a disparu avec la crise phylloxérique parce qu'il a très très mal supporté le greffage. Et à l'inverse, le Merlot qui se comportait pas très très bien sur ses propres racines, donc franc de pied, dès qu'on l'a greffé, il s'est mis à avoir un comportement plus intéressant et donc il s'est mis à pousser un petit peu partout, notamment en rive droite à Bordeaux. Et donc c'est pas une fente anglaise, c'est une fente simple. Non, ça peut pas être une greffe. Donc tu fais l'encoche sur le dessus. Tu débites ton porte-greffe, tu le fends, tu biseautes ton greffon que tu introduis. Lilian Bérillon, pépiniériste, spécialiste des techniques de greffage anciennes à partir de sélection massale. L'inconvénient, les deux tailles, c'est que si ta greffe ne marche pas, Ton pied est mort. Voilà. Tu fais quand même une entaille, tu fais une plaie. Alors que le ti, c'est comme dans les arbres, tu fais un T, tu écartes un peu l'écorce et tu viens glisser ton petit bourgeon. Et donc, à cette époque-là, on greffait au champ. Et puis après, dans les années 70, de façon à aller plus vite, à produire plus de pieds et de répondre à la demande colossale de plantation du vignoble, est arrivée la technique de la greffe sur table, avec différentes méthodes de greffe, mais notamment une greffe très généralisée dans le Bordelais qu'on appelle la greffe Oméga. On constate que les pieds qui étaient greffés en place à cheval blanc et dans beaucoup de domaines, dans les années 20, 30, 40, 50, les pieds sont dans une forme olympique et produisent un vin d'une grande qualité avec une quantité tout à fait honorable, alors que les vignes plantées dans les années 70 avec cette fameuse greffe Oméga, finalement ils périclitent, ils dépérissent. Et donc c'est comme ça que nous on est revenus à la greffe en place. Et on viendrait greffer là au niveau du sol en fait quasiment. Tu déchausses un tout petit peu pour te mettre au niveau du sol, un petit peu en dessus. D'accord, donc là tu fais en gros, on viendrait ta coupe s'installer là. Et tu coupes là, tu fends et tu viens glisser ton greffon. Aujourd'hui, dans beaucoup de cas, vous souhaitez planter une parcelle, vous frappez chez un pépiniériste et ce pépiniériste, il a au catalogue 8 pieds de Merlot, 10 pieds de Cabernet, voilà. Il vous vend ce qu'on appelle des clones. Ce sont les mêmes individus pour tout le monde. Nous, on n'achète pas de pieds, on multiplie nos propres pieds. Et donc, on lance tout un travail depuis presque 25 ans au sein du domaine, sur les vieilles vignes, de prospection, pour noter régulièrement les pieds, les observer plusieurs années de suite. Avec Nicolas et Juliette, on goûte les raisins. Si ça nous plaît, on va marquer ce pied. Et pendant 3 ou 4 ans ou 5 ans, on va venir le voir dans sa parcelle.
Et quand tous les voyants sont au vert depuis 4-5 ans, on va prélever des bois et on va les greffer sur des porte-greffes et on va les remettre en culture sur des jeunes racines pour voir comment ils se comportent quand ils n'ont pas 80 ans. C'est les fameuses plaques de sélection massale qu'on met, tu vois, 09 09 83, c'est le petit nom, parcelle 9, rang 9, pied 83 dans le rang. Et lui, c'est un des pieds qui nous sert à remultiplier les nouveaux pieds qu'on va greffer en fait, pour les décennies à venir, quoi. Ça, c'est des merlots, sélection massale de merlots, c'est rarissime à Bordeaux, ça. On sélectionne sur vieilles vignes, puis on met sur des jeunes racines. Et là, pendant 10, 12, 15 ans, on va observer ce matériel végétal sur ces jeunes racines, de manière à se dire est-ce que c'est bon, pas bon, on regoute les raisins, on regarde comment ça se comporte, et à ce moment-là, on pourra le faire rentrer en collection. On a 3 parcelles où on a notre collection actuellement, et sur des terroirs plutôt mythiques. Toute cette zone un peu d'argile qui est au cœur du domaine dans une petite cuvette, ce sont des vignes des années 20, 30 et 40. Donc on l'observe sur le terroir sur lequel on les réinstallera. Il n'y a pas de la faune là-bas, c'est quoi là? Non, là, il y a un peu de tout. Après, il y a des pêchers, forestiers, Ah. il y a des pruniers, Ah, il y a des pruniers. des pêchers. Ouais. Là, c'est notre collection aussi de pêche. C'est aussi, je pense, le côté extraordinaire de ces grands domaines, c'est qu'on a le temps avec nous, en fait. On a la chance de récolter les fruits de ce que nos prédécesseurs ont semé et on prépare les semences pour nos successeurs. On plante aujourd'hui la sélection massale de 92 et on prépare celle de 2030. Donc notre patrimoine, il est vivant et en fait, c'est celui-là qu'il faut préparer, qu'il faut protéger et surtout, le plus important, qu'il faut transmettre. Donc on doit absolument, nous, organiser des collections de matériel végétal pour que ces générations futures, elles puissent taper dans une banque suffisamment variée pour répondre à leurs besoins. Quand on lit les cahiers des anciens maîtres de chais, des anciens régisseurs, des anciens chefs de culture de cheval blanc, après la crise phylloxérique, ils nous écrivent « Ça y est, le phylloxéra est passé par là, maintenant il va falloir qu'on greffe la vigne sur des pieds américains ». C'était fini. Je veux dire, ils avaient l'impression qu'on ne retrouverait plus jamais le goût de cheval blanc. Et aujourd'hui, on l'a retrouvé. Un autre cheval. Un podcast Château Cheval Blanc. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.